Bonjour à toutes et à tous. Donc je vous remercie pour cette invitation. Voilà, moi en termes d'expérience de plongée, j'ai surtout une expérience voilà, de plongeur bouteille depuis 25 ans. Au niveau, je dirais, plus amateur. Et au niveau professionnel aussi, j'étais 20 ans plongeur scaphandrier chez les sapeurs-pompiers. Et j'ai eu l'occasion il y a quelques années avec le CODEP du Cantal, dans le 15, de faire voilà, une découverte de l'apnée en présence d'Alice Modolo. Et c'est vrai que j'ai découvert à cette occasion ce sport que je connaissais au travers de la physiologie, mais que je connaissais moins bien de par ses différentes pratiques dont on a pu apercevoir les spécificités tout à l'heure, voilà, les modalités. Donc au travers de ça, je vais essayer de vous présenter les recommandations. Alors c'est les recommandations issues de la fédération en lien avec la problématique du Covid. Donc je vais d'abord commencer par faire un petit rappel rapidement sur voilà, deux, trois points importants pour la suite du topo. Ensuite, on abordera les choses à faire ou à ne pas faire plutôt pendant une infection au Covid et enfin après une infection au Covid. Donc en termes de rappel, je voulais spécifier qu'en termes d'aptitude, il est nécessaire de se procurer un certificat médical d'absence de contre-indication donc à la pratique de la plongée. Et dans ce cadre-là, je voulais rappeler aussi que pour ce qui concerne les activités d'apnée ou de pêche au-delà de 6 mètres, le certificat doit être annuel et il peut être délivré par tout médecin. Voilà, donc ça c'est important. Pour les autres activités, nage, palme ou l'apnée inférieure à 6 mètres, le certificat peut être délivré tous les 3 ans. Alors on a vu un petit peu toutes les contraintes liées à l'apnée, avec pour moi 2 organes cibles sur lesquels je vais surtout me focaliser, le cœur et le poumon, avec les contraintes qui seront abordées encore un petit peu tout à l'heure au travers de l'œdème aigu du poumon. Donc pour passer dans le vif du sujet, donc pendant l'infection Covid, la question qu'on peut se poser, c'est puis-je pratiquer mon activité subaquatique aujourd'hui? Donc la première chose que je voulais dire, c'est que voilà, le Covid, il est toujours là. Ce virus est toujours là. Il ne se passe pas un jour au service des urgences sans qu'on ne voit pas un patient Covid. J'ai regardé un petit peu les chiffres ce matin. Il y a encore 166 patients dans le Var, hospitalisés pour du Covid. Il y en a 28 en réanimation. On fait en moyenne 4 hospitalisations pour Covid par jour. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'état des lieux, pour vous dire qu'il ne faut pas relâcher encore les mesures. C'est certainement trop tôt. On n'a pas atteint l'immunité collective et il faut être encore prudent. Alors par rapport à ça, il faut être vigilant par rapport aux signes que sont la fièvre ou l'impression de fièvre, la gêne respiratoire, l'essoufflement, la toux, les crachats, les diarrhées, les courbatures hors contexte d'une pratique sportive, les modifications du goût et d'odorat, fatigue, les maux de tête inhabituels, tout écoulement nasal. Tous ces signes-là doivent vous alerter, vous faire consulter ou au moins vous faire réaliser un test permettant de s'assurer que vous n'êtes pas infecté par le Covid. Donc là, on a un petit peu les différents organes du corps qui peuvent être affectés par ce virus et on voit que ça touche à peu près tous les organes et on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Donc par rapport à ça, il faut être prudent et ce qu'on nous demande, c'est de respecter effectivement un temps de non-pratique par rapport à cette infection. Ces temps de non-pratique sont spécifiés dans ce tableau et en général, à l'heure actuelle, c'est respecter 3 à 5 semaines de non-pratique et là aussi on y reviendra tout à l'heure. Donc les atteintes pulmonaires. Cette image, juste pour vous montrer que lorsqu'on est infecté par ce virus, on peut développer des atteintes pulmonaires qui peuvent être de différentes importances. Alors ça va de l'atteinte minime, moins de 10%, où on voit juste de petites lésions, jusqu'à des atteintes plus importantes. Et nous, on sait qu'au-delà de 40%, c'est un petit peu le code qui fait qu'on va passer de l'infection qui peut bien évoluer à l'infection qui va devenir grave et que l'on va devoir surveiller parce que vous voyez que le parenchyme pulmonaire est là bien atteint et dans les formes critiques, il ne reste pas beaucoup de parenchyme pulmonaire sain. Au niveau cardiaque, et on a vu que le cœur était quand même soumis à rude épreuve avec le blue shift, etc.,
les contraintes liées à la vasoconstriction, ce cœur il va subir plusieurs je dirais, agressions de par cette infection virale. Une agression de par l'inflammation, la réponse immunitaire qui va libérer de nombreuses substances dans le sang qui vont venir agresser le cœur lui-même. On sait qu'il y a une agression directe du myocarde par le virus, c'est quelque chose d'assez classique, hein, le virus de la grippe aussi agresse directement les myocytes, et donc ça peut provoquer des problématiques en termes de fonctionnement, d'arythmie notamment. Bien sûr, de par l'atteinte respiratoire que l'on a vue, l'hypoxémie, là aussi il y a une diminution de l'apport d'oxygène au niveau du cœur et donc une gêne à son fonctionnement que nous on peut remarquer au travers de prises de sang, au travers de biomarqueurs, qu'on peut remarquer au travers de réalisation d'électrocardiogrammes sur lesquels on va retrouver des arythmies. On sait qu'il y a des syndromes coronaires aigus qui sont décrits, donc de véritables infarctus ou presque infarctus si l'artère n'est pas complètement bouchée. Et enfin, des atteintes cardiaques de par une insuffisance cardiaque, mais aussi des atteintes en lien avec l'embolie pulmonaire, qui est un caillot qui va se constituer et qui va venir bloquer la circulation pulmonaire de par l'inflammation et les différentes caractéristiques de ce virus. Donc voilà un petit peu pourquoi il faut faire attention, pourquoi au cours d'une infection au SARS-CoV-2, il faut éviter d'aller plonger, d'aller se mettre en danger au travers d'une activité physique dont l'apnée effectivement, de par notamment les contraintes qui sont celles qu'on a décrites, et respecter un temps de repos, un temps de récupération, un temps de cicatrisation à la fois pour les poumons et pour le cerveau. Alors il y a le sujet de la vaccination qui est là aussi. Que disent les recommandations là aussi? Voilà, la Commission nationale demande à ce que les gens se vaccinent, et je pense que c'est très très bien, et on verra pourquoi aussi dans la suite. Pour ce qui est de la vaccination, lorsqu'on est vacciné, à l'heure actuelle, la fédération recommande que l'on reste au repos pendant quelques jours. Hein. Donc en général, on préconise 5 à 7 jours de repos, là aussi, parce qu'il y a un phénomène inflammatoire qui se produit naturellement après la vaccination, puisque le vaccin est là pour stimuler l'immunité. Et donc là aussi, il vaut mieux, pendant 5 à 7 jours, éviter de faire des apnées, notamment des apnées trop engagées, et du sport en général. On va passer au troisième point, qui définit un petit peu qu'est-ce qui se passe après l'infection au Covid. Alors, les signes cliniques post-Covid, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que l'on retrouve à l'heure actuelle? Alors, toutes ces données sont encore très évolutives. Hein. On est encore en cours d'analyse, je dirais, des données et des différentes études qui ont pu ou qui ont lieu encore à l'heure actuelle. Mais ce que l'on voit, c'est que on retrouve des conséquences sur tous les organes. Si on commence par le cerveau, et on a dit que le cerveau était là aussi soumis à des contraintes en plongée, on a retrouvé des infarctus, des neuropathies, des inflammations du cerveau, bien sûr les troubles au niveau de ce qui est l'odorat et le goût, des maux de tête, donc ça c'est tout à fait important. Après il y a des papiers qui sont un peu plus inquiétants quand même, mais qui méritent d'être cités. Ce sont des papiers qui étudient un petit peu le fonctionnement, le métabolisme du cerveau après des infections au SARS-CoV et chez des gens qui présentent des Covid un petit peu longs ou chroniques. Voilà. Et les plaintes fonctionnelles sont multiples et sont associées surtout sur cette étude-là à des atteintes du cervelet et du tronc cérébral, donc qui sont vraiment des parties nobles du cerveau. Le lobe frontal serait plus associé à la douleur, l'atteinte du lobe temporal lui aussi du côté droit, le tronc cérébral douleur et insomnie, et le cervelet serait plus associé à des anosmiaguesies et des troubles de la mémoire. Donc vous voyez quand même que a priori ce virus a aussi un tropisme cérébral qui va laisser des séquelles et voilà, pour lesquelles on va voir comment on récupère. On est encore à l'état de découverte de ce qui peut se passer. Les manifestations cardiovasculaires sont tout à fait importantes. On retrouve des cardiomyopathies, des arythmies. Une forme particulière qui a été décrite là récemment, c'est des tachycardies posturales, c'est-à-dire qu'on a des tachycardies à l'orthostatisme, c'est-à-dire que naturellement, quand on se met debout, le cœur augmente un petit peu en fréquence. Et là, on rentre dans des proportions qui sont plus importantes, puisqu'il y a des augmentations de la fréquence cardiaque à ce moment-là. Quelles sont les contraintes que cela va engendrer,
On ne le sait pas à l'occasion du sport, mais on va surveiller tout ça. Il y a des atteintes hématologiques, hein, avec des problèmes de coagulopathie, on l'a dit, avec l'embolie pulmonaire. Et il y a des atteintes aussi cérébrales, qu'on définit comme psychosociales, en termes d'anxiété, de dépression, de troubles du sommeil, voilà, qui sont très nettement décrites. Les atteintes pulmonaires se font aussi la part belle avec malheureusement des fibroses interstitielles, des moindres capacités à s'adapter à l'effort. On a aussi des atteintes rénales, gastro-intestinales. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses et toutes les atteintes, je dirais, en lien avec les séjours en réanimation qui sont là, je dirais, mieux connus et communes à tous les gens restant en soins intensifs pendant de longues durées. Hop, excusez-moi. Alors si on regarde un petit peu, et là j'ai pris une diapo sur les analyses de l'IHU à Marseille, qui a une consultation Covid long, et quels sont les motifs de consultation les plus fréquents? On retrouve l'anosmie-lagueusie, dyspnée d'effort, palpitations, douleurs thoraciques. Donc vous voyez que c'est pas anodin. On parlait des troubles de la mémoire, la concentration, l'asthénie, douleurs musculaires, articulaires, et donc un retentissement psychologique. Voilà un petit peu les motifs de consultation les plus fréquents à l'IHU à Marseille dans le cadre de ces Covid longs, donc après les infections. Ce qui incite peut-être aussi à dire vaccinez-vous, parce que derrière, on peut être confronté à cela, et c'est un petit peu dommage. Alors ce qu'il faut faire en cas d'infection au Covid, quand on a eu le Covid, qu'on n'a pas eu beaucoup de symptômes, qu'on est juste simplement resté positif, ce qui est recommandé à l'heure actuelle, c'est de respecter 3 semaines de contre-indication temporaire. Et on reste au repos pendant 3 semaines. Et avant la reprise, on se fait évaluer par son médecin. Et là, ça peut être par tout médecin pour s'assurer qu'on a bien récupéré de cette infection et qu'on va pouvoir repratiquer en toute sécurité. Si on a eu des symptômes, mais qu'on n'a pas été hospitalisé et qu'on n'a pas eu besoin d'oxygène, là aussi on reste dans le même cas de figure, 3 semaines, avec là une évaluation, cette fois-ci, de l'effort, et on préconise de consulter à ce moment-là un médecin fédéral du sport, un médecin hyperbar ou un médecin spécialisé en plongée qui connaîtra mieux, je dirais, les contraintes en lien avec la pratique. Enfin, si on a eu des symptômes, qu'on a été hospitalisé, qu'on a eu besoin d'oxygène, là c'est 2 mois minimum de contre-indication avec une évaluation d'effort, un ECG au minimum, et là toujours par un médecin spécialisé. Et bien sûr, si on est allé en réanimation, on passe à 6 mois de contre-indication, et une évaluation complète de l'effort, cardio-ventilatoire complète, de manière là aussi à s'assurer que les contraintes et les images qu'on a pu voir tout à l'heure de lésions à la fois pulmonaires et cardiaques puissent être résolutives et puissent permettre de pratiquer l'activité en toute sécurité. Dans tous les cas, la reprise sera progressive en technicité, intensité, profondeur. Donc ça, c'est important. Alors, il y a aussi, je dirais, en plus de l'atteinte liée au virus, il y a aussi le déconditionnement à l'effort lui-même, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas pratiqué parce que on a été confiné, on est resté à la maison, on n'a pas pratiqué parce qu'on a été infecté et on a moins pratiqué le sport et on a été fatigué, etc. Et donc là, il faut se réadapter au sport. Et donc là, ça, ce sont des recommandations, je dirais, de bon sens, qui ne sont pas issues de recommandations scientifiques, mais à l'heure actuelle, ce que tout le monde a tendance à dire, c'est qu'il faut reprendre progressivement, plutôt par des sports aérobies au début, tranquillement. Ce qu'on peut faire, c'est travailler les apnées à sec, entre guillemets, sans effort, puis avec effort. Hein, ça peut permettre de se réadapter en sécurité. Bien sûr, reprendre le palmage en surface. Reprendre de manière très progressive, on l'a dit tout à l'heure, en temps, en profondeur, en température de l'eau. Voilà, maintenant ça commence à se réchauffer, mais il y a quelques semaines encore, c'était quand même relativement frais, et en effort physique, et proscrire certaines techniques que l'on voit malgré tout sur les réseaux sociaux ou sur certains blogs, comme la technique de la carpe, bien sûr, qui va venir tirer sur le parenchyme pulmonaire, sur les alvéoles, qui potentiellement auront été lésés et n'auront pas fini de cicatriser avec ces phénomènes inflammatoires un petit peu chroniques et de fibrose que l'on ne connaît pas bien.
Et bien sûr l'hyperventilation, mais ça on l'a vu tout à l'heure pourquoi. Et donc préférer au cours des apnées voilà, une expiration profonde comme ça a été signalé tout à l'heure, avant l'inspiration et avant de débuter la descente. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Mon propos n'est pas très long, mais il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas beaucoup de données encore une fois. Ce que je vous engage à faire, c'est à être prudent, à savoir que voilà, il faut encore se protéger. Et en termes de dernière d'apo, voilà, sous l'eau, il faut écouter ses sensations. Ça, c'est important, malgré le fait qu'on prenne toutes les précautions citées au préalable. Si vous sentez des signes anormaux en plongée, comme un essoufflement inhabituel, une gêne respiratoire, des douleurs dans la poitrine, une impression d'irrégularité du cœur, des palpitations, une toux, une sensation de malaise, de mal-être ou une fatigue inhabituelle, il faut stopper l'activité, le signaler, sortir de l'eau et bien sûr consulter son médecin. Voilà, ça c'est tout à fait important, hein. On le voit, même les plus grands sportifs, et on a une triste illustration hier soir, qui sont suivis, même des sportifs voilà, comme le footballeur d'hier soir. Voilà, on peut faire un trouble du rythme cardiaque, on peut faire un arrêt cardiaque, même en étant très largement suivi, et donc on n'est pas à l'abri. Et donc il faut savoir s'écouter, et moi je plaide aussi pour connaître les gestes de premier secours, savoir réagir, et ça fera partie d'un des ateliers qui seront animés par des urgentistes de Toulon cet après-midi, et je pense que c'est tout à fait important. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie.